Bonjour, mon nom est Martin Ouellette et bienvenue au Bulletin des régions. Cette semaine, on va parler d'élections municipales dans les régions de la Matapédia et des Laurentides et on va vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission! Au sommaire pour vous cette semaine, à Saint-Ferdinand, la Maison des jeunes de la Traversée interroge les 3 candidats à la mairie sur l'avenir de leur municipalité. Grande-Rivière devient un important pôle d'innovation pour l'aquaculture, la pêche et la transformation des produits marins. À Forestville, une campagne de financement originale pour financer la réparation du clocher de l'Église. À Thetford, 11e édition de la Marche de la soupe de la solidarité. À Saint-Irénée, le projet de l'année pour sa santé permet de cueillir pour redistribuer aux banques alimentaires. 4 MRC de la Gaspésie s'unissent à l'occasion du défi Alzheimer et amassent la somme de 180 000 À Cap-Santé, vernissage de l'exposition du club de photo Point de vue. Et enfin, à l'Aréna de Montmagny, présentation le 5 décembre prochain d'un match préparatoire du défi mondial de hockey junior. Et pour commencer cette émission, je vais m'entretenir avec Carl Blanchette de la télévision communautaire de la Matapédia. Carl Blanchette, bonjour. Bonjour. Carl, il y a 2 dossiers là, qui retiennent l'actualité, principalement là, dans les informations chez vous cette semaine. D'abord, la MRC de la Matapédia lance un appel pour recruter des pompiers. On manque de pompiers dans votre région. Bien oui, c'est surtout des pompiers qui sont disponibles, en fait, sur appel, là, qui est vraiment difficile à trouver, des pompiers temporaires. Parce que, okay. pas temporaires, volontaires. On appelle ça des pompiers volontaires, mais ici, on appelle ça des pompiers à temps partiel. Là, mais dans le langage commun, on dit des pompiers volontaires. Parce qu'ils sont payés, ils sont payés quand même, il faut le dire. Là. Oui, c'est ça, ils sont payés, exactement. Okay. Mais tu sais, c'est pas toujours facile parce qu'il faut pouvoir, dans le fond, avec leur travail à eux, il faut qu'ils puissent concilier les deux. Donc, pouvoir être sur appel puis aller réagir à un incident. Donc, ils peuvent quitter le travail à tout moment. Donc, c'est toujours un challenge de trouver des gens qui sont assez en forme. Oui. Tout. Là, la MRC a lancé une campagne de recrutement pour mettre en valeur ce métier-là aussi. Puis, donc, c'est quand même un gros territoire, la ville de la Matapédia, on parle de 5 000 km², 18 municipalités, il y a 6 casernes. Fait que, là, présentement, c'est environ 70 pompiers à temps partiel là, qu'on emploie, plus 5 à temps plein. Donc, la campagne, là, ça veut dire que dès maintenant, ceux qui voudraient être pompiers volontaires dans votre région pourraient suivre la formation puis embarquer dans les équipes de pompiers. Oui, bien, en fait, on cherche une douzaine de pompiers. Okay. Puis, en fait, il va y avoir une formation, en fait, des tests physiques avant, qui va être au début du mois de novembre. Je ne sais pas la date exacte, là, du mois de novembre. Puis, je pense que c'est un challenge dans toutes les municipalités, dans toutes les régions là, du Québec, de trouver des pompiers volontaires. Là. Et aux dernières nouvelles, c'est quand même intéressant au niveau financier, là. Les gens sont là, ne sont pas là pour rien quand même. Là. Non, effectivement, c'est sûr qu'on ne fait pas ça juste pour la paye parce qu'on ne peut pas vivre de ça, là, mais ça fait un à côté, là, bien sûr, là, avec leur travail régulier là, de pouvoir faire ça. Mais tu sais, puis il faut savoir des gens qui sont sans froid. Là, quand on arrive sur une intervention, il faut être rapide, efficace, puis garder son sang-froid. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment trouver des... J'invite en fait tout le monde au Québec là, qui ont ces aptitudes-là, qui ont cette disponibilité-là de se proposer là, comme pompier volontaire dans sa région. Là. Dans un autre dossier, Carl Blanchette, il y a l'usine AgroPure d'Amqui qui est en lockout et il semblerait que les conséquences vont toucher tout le Canada. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, bien en fait, l'usine AgroPure d'Amqui, c'est elle qui fabrique, qui empaque pour Kirkland, donc pour la marque de maison de Costco, oui, okay. qui affecte tout le Canada. Donc, tout ce qui est crème sûre et fromage cottage, ça vient d'Amqui dans tous les Costco. Puis aussi dans beaucoup d'autres sortes aussi. Là. Donc, c'est pas juste les Costco, ça va affecter beaucoup tous ces produits-là partout au Québec. L'usine d'AgroPure, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grève. Quelle est la cause du conflit? Oui, quelle est la cause du conflit? Oui, c'est dans le fond, il y a eu une grève qui était non... donc, qui n'a pas été annoncée d'avance. Donc, c'est une grève qui s'est faite un peu sur un coup de tête à Amqui. Puis,
ce que ça a fait, c'est que les dirigeants de l'usine ont eu peur un peu, puis ils ont décidé de faire un lock-out suite à ça parce que une grève qui n'est pas planifiée comme ça peut affecter, ça peut affecter la salubrité aussi, puis la sécurité alimentaire des produits. Donc, ils ont vraiment pas de chance. Il faut le mentionner, là, l'usine fonctionne 24 heures sur 24, okay. 7 jours sur 7. Donc, une interruption comme ça peut causer des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que les négociations se poursuivent après ce abrupt arrêt de travail puis ce lock-out? Est-ce que les négociations sont en cours? Oui, en fait, c'est sûr que là, présentement, les employés ou le syndicat trouvent que les dirigeants ne sont pas très à l'écoute pour l'instant, mais il y a une rencontre qui est prévue ce vendredi entre le syndicat et les dirigeants d'AgroPure. Là, on parle vraiment des grands dirigeants d'AgroPure, pas juste la direction locale. Puis donc, c'est ça, c'est que c'est prévu vendredi le 24 octobre. Puis vraiment aucune avancée significative pour l'instant, là. Est-ce que le fait qu'ils distribuent à partir d'Amqui partout au Canada, est-ce que ça va avoir des impacts chez les consommateurs? Oui, ça va avoir des impacts. On pense peut-être même à une hausse des prix de tout ce qui est fromage, cottage et aussi crème sûre. On produit du lait aussi, mais le lait est quand même produit aussi ailleurs au Québec, là. Okay. Mais déjà, là, juste ici, on est habitué d'avoir le lait qui vient directement d'AgroPure, on appelle ça naturel ici, là, mais dans le fond, c'est la même division. On voit déjà ici qu'il manque de lait. On est habitué de l'avoir directement de l'usine ici, puis là, il en manque un peu, mais ça n'affecte pas nécessairement beaucoup autour pour l'instant, mais éventuellement, oui. Puis là, tout le lait des producteurs est redirigé vers Québec et Plessisville. Merci, Carl. On va maintenant parler de politique municipale, et pour ce faire, je vais inviter Dane Brisson de la télévision communautaire des Laurentides à se joindre à nous. Dane Brisson, bonjour. Bonjour, Martin. Bonjour, Carl. Bonjour. Carl, on va revenir à vous, mais on va commencer pour les élections là, tout de suite avec Dane. Dane, il y a une grosse lutte là, dans la région chez vous. C'est pour la mairie de Mont-Tremblant. Il y a 2 candidats et vous les avez rencontrés. Oui, bien, Mont-Tremblant, on va devoir dire que c'est le 3e pôle touristique au Québec. Donc, c'est quand même un territoire très important, une population de 12 000 personnes, mais qui triple l'été avec les villégiateurs qui viennent faire leur petit tour. J'ai rencontré les 2 candidats qui représentent 2 équipes différentes. Donc, on a l'équipe Vision Mont-Tremblant avec Dominique Laverdure. Voici un extrait. Mont-Tremblant, je pense que c'est quelque chose que là, moi, je choisis. J'ai le goût de faire. Puis le désir de la politique n'est pas venu pour dire je veux faire de la politique. Le désir est venu pour dire comment je peux vraiment aider les gens puis faire une réelle différence dans leur vie avec mes forces. Fait que je suis une fille de com'. C'est clair que c'est une de mes forces, la communication. Puis je me suis rendu compte, la politique municipale, jumelée avec une force de communication, je pense que je peux vraiment avoir un impact positif dans la vie des gens. Puis c'est ça que je cherche à faire. Dane, il y a un 2e candidat également qui se présente. Puis lui aussi arrive avec une équipe complète. Et puis il semble bénéficier d'une bonne expérience là, quand même à Tremblant. Il semble être là depuis longtemps. Oui. Très présent dans la communauté depuis de nombreuses années. Pascal de Belfort était à la tête de l'équipe Ensemble Mont-Tremblant. Il se présente comme maire pour la première fois. Voici un petit extrait. Aujourd'hui, dans le fond, avec Ensemble Mont-Tremblant, vous savez, j'ai pris un temps de réflexion parce qu'on m'avait approché à plusieurs reprises et puis j'avais dit non, j'ai ma vie privée, j'ai ma vie professionnelle, j'ai la vie familiale avec Anne-Marie et les enfants et tout. Non, on va continuer à s'impliquer différemment. Puis finalement, à force d'échanger avec des gens et de voir qu'on peut offrir une autre approche administrative et des options à la population, eh bien, j'ai accepté de revenir avec une équipe complète, avec Ensemble Mont-Tremblant, avec une équipe fantastique, des gens nouveaux et pas nouveaux, parce que des fois les gens disent « Ah, ils sont nouveaux ». Non, ils ne sont pas connus dans certaines sphères parce que c'est une nouvelle génération de Tremblantoises qui s'impliquent. Alors, on voit 2 équipes comme celle-là. On se dit, la démocratie municipale est en santé à Mont-Tremblant, mais Carl Blanchette, de votre côté, le portrait n'est pas tout à fait égal lorsqu'on parle de la région de la Matapédia. Effectivement, il y a beaucoup d'élus ici qui sont élus par acclamation. On parle premièrement de la préfète de
excusez-moi, donc c'est la préfète a été élue par acclamation. Il y a aussi 14 des 18 maires et mairesses des municipalités de la 14. région qui ont été, oui, 14 qui ont été élus par acclamation. Il y a 9 municipalités qui ne tiennent même pas d'élection. Donc, même les conseillers sont tous rentrés par acclamation. Donc, ça soulève des questionnements. Y a-t-il un manque d'intérêt pour la politique municipale? Est-ce que c'est juste un taux de satisfaction qui est tellement élevé que personne ne se présente? Ouais. Donc, c'est vraiment un sujet à se poser des questions. Puis, on a beaucoup de municipalités d'en bas de 500 habitants. Donc, est-ce que 7 personnes qui sont présentes sur le conseil de mairie pour moins de 500 habitants, là, on parle de plus d'1% de la population qui siège comme sur le conseil. Est-ce que c'est... On peut se repenser à ça un peu. Là, ouais. Dean, est-ce que c'est la même chose dans le coin de Mont-Tremblant? On sait qu'il y a une lutte à Mont-Tremblant, mais dans les Laurentides, est-ce que la situation se répète aussi? Les 7 sièges à Mont-Tremblant sont en élection, mais il y a le Sainte-Agathe-des-Monts qui est un autre pôle assez important où tu n'as aucun des sièges qui sera en élection, qui ont tous été tous élus par acclamation. Puis après ça, j'ai sondé, j'ai vérifié dans le coin, la Saint-Sauveur, Saint-Donat et Sainte-Adèle, les 7 sièges sont en élection, incluant le siège de maire. Ensuite, à Mont-Blanc, le maire est réélu par acclamation, mais seulement 2 sièges qui sont élus par acclamation. Donc, tu as 5 sièges qui sont en élection. À Huberdeau, on a 2 sièges seulement qui sont en élection. Donc, soit comme Carl disait, un taux de satisfaction ou un manque de candidats ou d'intérêt pour la politique, parce que c'est un petit village de 800 personnes. On a le siège numéro 6 et le siège numéro 5 avec Benoît Gratton et Catherine Grenier qui se présentent. Et au poste numéro 6, on a Edith Sigouin, Sylvain Tremblay et moi-même, Dean Brisson. Moi, j'ai quand même un intérêt pour la politique municipale. Je m'implique bénévolement. Alors, je vais vous arrêter tout de suite. Vous ne pouvez pas faire cabale là, pour votre poste sur le bulletin des régions. Mais je voulais quand même le mentionner pour faire sourire. Oui, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Là. Et à Brébeuf, oui. Brébeuf, il y a 2 postes en élection seulement. Le préfet et maire est réélu par acclamation. Et à Labelle, c'est seulement un poste qui est en élection. Donc, c'est moitié-moitié, je dirais, chez nous. Là, dans notre coin. Carl Blanchette, là, le fait qu'il y ait beaucoup d'élus par acclamation dans votre région, vous, ça commence à soulever d'importantes questions. Puis il y a des gens qui prennent la parole là-dessus. Oui, en fait, l'ancien maire de la ville, Gaétan Ruet, s'est prononcé sur un balado comme pour dire que exemple, on pourrait peut-être dire que les villes de 5000 habitants et plus, donc ce qui est le cas pour Amqui où la mairesse a été réélue par acclamation, est-ce qu'il pourrait y avoir un vote de confiance ou quelque chose comme ça? Donc ça serait vraiment apporter un questionnement là-dessus parce qu'il y a quand même 2 des principales villes de la région, parce disons qu'on a 3 centres un peu, là. Bon, mais il y a 2 des 3 centres qui ont été aussi élus par acclamation. Donc, c'est vraiment à se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu un changement? Donc, c'est vraiment à voir, mais à sa défense, en fait, à la défense de la mairesse, Gaétan Ruet a été élu 2 fois par acclamation sur 4 mandats. Donc, lui, je pense qu'il n'a pas soulevé le point pendant qu'il était maire. Là, donc... Oui, il sait de quoi il parle. Mais ça serait quoi la mécanique d'un vote comme ça? Est-ce qu'il était un peu allé un petit peu plus loin dans son explication? Non, pas vraiment. Là. Donc, tu sais, ça serait à voir là, si la personne ne passe pas, ben là, on fait quoi? Là? Donc, tu sais, souvent, c'est plus j'imagine que c'était plus une pensée libre comme ça qui est sortie. Là. C'était pas de quoi qui a été réfléchi en profondeur, mais c'est quand même sujet à questionnement. Là. Ouais. Oui. Dean, est-ce que ça soulève des questions chez vous, ça, le fait qu'il y ait beaucoup d'élus par acclamation? Oui, parce que c'est soit que les gens n'ont aucun intérêt ou qui sont très, très, très satisfaits, ce qui est quasiment impossible que les gens soient super satisfaits parce que quand tu vas dans les conseils de ville des petits villages comme ici et autour, tu as toujours un clan, une gang là, qui ne sont pas satisfaits, là, qui viennent critiquer et qui sont très présents dans la vie politique active, si on veut. Là. Fait que c'est dur de savoir, tu sais, mais oui, il y a un manque d'intérêt de la part des jeunes, parce que c'est quand même des gens de 40 ans, 50 ans, 60 ans qui sont au conseil. Il manque de jeunesse, tu sais. Il n'y a pas de jeunes de 20 ans qui sont là. Curieusement. Fait que ça indique, selon moi, un manque d'intérêt. Dans les grandes villes, on parle également là, de l'impact des réseaux sociaux. Là. Les gens se font intimider, les gens se font traiter toutes sortes de noms. Est-ce qu'on peut recenser ça dans vos régions aussi, ou c'est un phénomène qui est réservé pour les grandes villes?
Carl, Il y en a c'est sûr que du côté de la Latapédia, on n'entend pas vraiment beaucoup parler. Ben, oui, c'est sûr que ça arrive des fois qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre la faute sur des maires, des mairesses, des élus pour des points où ils n'ont pas nécessairement le pouvoir de réagir. Là. Donc, souvent, il y a des choses que, exemple, je peux vous citer un petit exemple comme ça, je n'aimerais personne, mais il y a eu des rénovations qui ont été faites dans un bâtiment pour y mettre une entreprise, donc un salon de coiffeur dans ce cas-ci, où il y a eu un soulèvement parce que là, ils n'ont pas pris de permis de construction. Et là, la ville fait comme, mais là, ça ne rentre pas dans les règles, donc il faudrait fermer le salon de coiffeur parce que là, ils demandent une dérogation après temps. Mais là, c'est comme là, il faut que la municipalité aussi applique les règles. Ou des fois, ça va être littéralement quelque chose qui n'est pas dans leur cours du tout. Là, donc, que là, on met ça sur la faute de la personne. Mais tu sais, le déneigement, c'est pas la mairesse qui se lève le matin pour aller dans la souffleuse. Là, donc, c'est géré par la ville, par la direction de la ville et non pas par le conseil des maires. Alors, il peut parfois être lourd de se présenter aux élections, d'assumer les charges municipales, mais on va suivre qu'est-ce qui va se passer. On nomme notamment à Mont-Tremblant. Et puis, Carl Blanchette, si jamais il y a des suites là, concernant l'idée d'avoir un vote de confiance pour les gens qui sont réélus par acclamation, bien, on sera heureux de vous entendre à nouveau sur le sujet. C'est intéressant, ça, Martin, justement. Carl, moi aussi, là, je suis curieux de savoir ça serait quoi le mécanisme de ça, oui. Alors, messieurs, ça sera un plaisir d'en reparler à nouveau avec vous et merci beaucoup. Merci à vous, Martin. On va rester sur le thème des élections municipales parce qu'à Saint-Ferdinand, le thème de l'eau potable et de l'état des finances municipales a préoccupé les jeunes de la Maison des jeunes de la Traversée qui avaient organisé un débat entre les 3 candidats qui se présentent à la mairie. Jacob Kenville, de la Télévision des Érables, nous a préparé un compte-rendu. Le 14 octobre dernier avait lieu le panel des candidats et candidates à la mairie de Saint-Ferdinand. Cette soirée était une initiative de la Maison des jeunes de la Traversée 12-18 ans et elle avait 2 objectifs précis. Donner la chance aux jeunes d'expérimenter la démocratie et permettre aux candidats de s'exprimer sur des enjeux locaux. Plusieurs sujets chauds ont été abordés, en commençant par celui de l'eau potable. On peut aller entendre Yves Charlevoix, Audrey Ouellette ainsi que Jean Bernier sur le sujet. C'est pas une priorité, c'est une urgence. Alors, on devait faire un test en novembre 2024 prescrit par le gouvernement du Québec par l'entremise du ministère de la Santé et de l'Environnement. Ça n'a pas été fait, ça a été remis à ce printemps. Et puis, comme ces tests-là doivent être faits, comme tout à l'heure, Sylvio le disait, aux saisons de transition, bien, on n'a pas fait ce test-là à ce moment-là. Il a été remis au printemps. Il n'a jamais été fait au printemps. On est revenu à l'automne. Il n'est pas encore fait. Alors, il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. On espère que ça va être fait d'ici la fin novembre. Sinon, si l'hiver prend, ça veut dire que ce test-là ne sera pas fait avant le printemps 2026. Alors, c'est crucial. C'est crucial. Puis, dans 6 mois, le test aussi prend 6 mois au niveau du résultat. Alors, c'est d'autant plus pressant que ça prend 6 mois à avoir le résultat de ce fameux test-là. Madame Audrey Ouellette. Donc, concernant l'eau potable versus ce que M. Bernier dit, c'est qu'il y avait des normes, des mises aux normes à faire avant de pouvoir procéder à faire les tests. Donc, c'est ces mises aux normes-là qui ont été évaluées par des hydrogéologues et des ingénieurs. Donc, on ne pouvait pas commencer. Ce n'est pas une mauvaise volonté. C'est bien parce que les mises aux normes devaient être faites. Les mises aux normes ont été faites. Ensuite, il y a eu des tests au niveau, des tests de captation qui ont été faits. Donc, ensuite de ça, il y avait justement les tests ICIDES qui doivent être faits, qui sont présentement commencés, j'aurais envie de dire, et puis que oui, dureront 6 mois de temps. Et ensuite de ça, le résultat sera remis en cause. Donc, de là, on verra par les hydrogéologues, voir qu'est-ce qui en sortira. Est-ce que ce sera 10 secondes. Est-ce que ce sera le côté UV ou selon seulement qu'elle sera correcte, ça sera à voir. Monsieur Yves Charlevoix. Bon, je vais être un peu cassé de party, là. L'eau potable qui est déversée dans le réseau d'aqueduc du village, elle est potable. C'est vérifié tous les matins. C'est vérifié tous les matins à Noël, au jour de l'an et compagnie. On fait des tests tous les matins et à chaque semaine, les résultats sont envoyés au laboratoire et on nous dit si c'est potable ou pas. Le problème qu'on a actuellement, c'est la santé publique qui veulent absolument
puisse établir qu'il n'y a pas de parasites ou certains paramètres qu'on veut vérifier dans l'eau. Comme tel, il n'y a pas de danger de la consommer. Pour aussi, par mesure de précaution, si vous voulez, là, on dit aux gens de faire une ébullition, mais de façon préventive, tout simplement. C'est que, voilà. Pour ce qui est des tests qu'on appelle ICIDES, parce que ça a l'air très, très compliqué, j'ai pris parce que je suis pas capable de vous le dire par cœur, c'est l'eau souterraine sous influence directe de l'eau de surface. ICIDES. C'est ça les tests qu'ils font présentement, c'est qu'il y a à chaque semaine, pendant 26 semaines, ils vont vérifier. Non, c'est terminé, M. Charles-Levoix. M. Bernier est clair à ce sujet. Il ne s'agit pas d'une urgence, mais bien d'une priorité. M. Yves Charlevoix, lui, a tenu à rassurer les citoyens en énonçant clairement que l'eau à Saint-Ferdinand est testée à chaque matin et qu'elle reste potable pour tous et chacun. Pour sa part, Mme Audrey Ouellette souhaite rappeler à tous que c'est une série de tests qui retardent le processus. Après avoir discuté de la qualité de l'eau, un autre sujet d'importance semble avoir retenu l'attention, celui de la situation financière de la municipalité. Les candidats ont été invités à se prononcer sur les résultats budgétaires de 2023 et à expliquer comment ils envisagent l'équilibre financier pour 2025. Allons entendre la réponse de chacun. On n'a jamais de déficit à la municipalité parce qu'on doit toujours terminer avec un surplus. Ça, c'est en partant, c'est la mécanique municipale de ce côté-là. On bombarde toujours de chiffres, de déficit et tout ça. Si vous voulez vraiment comprendre, on a la municipalité, je pense, la plus transparente de la MRC. Là. Vous avez l'état des revenus et dépenses à chaque mois. Vous avez de l'audit qui est disponible sur le site Internet. Vous avez également, à tous les 6 mois, on a encore record de ce côté-là. Ça fait que si ça vous tente de voir là, ce qu'il y a en retour des chiffres de la municipalité, c'est les bravos. Monsieur Jean Bernier. Au niveau de l'état des revenus et dépenses, clairement, on a fait un déficit en 2023. On en a fait encore un autre en 2024 suite d'une écriture comptable qui a été renversée au mois d'août, qui a été annoncée par le maire Charlevoix lui-même lors d'une assemblée du conseil. Et puis, basé sur ce qui s'est passé durant les 2 dernières années, probablement qu'on va aller vers un autre déficit en 2025 de la façon dont le budget est basé actuellement. De la façon dont le budget est bâti, c'est-à-dire actuellement. Madame Audrey Ouellette. Ça ne représente pas de déficit. C'est lorsqu'il y a des investissements qui sont faits, ils doivent être calculés et de là, ils doivent être indiqués. Donc, pour certains, le chiffre va apparaître en moins. Mais lorsque la subvention rentre ensuite de ça, c'est là que le surplus revient à la suite. Il est possible de rattraper le panel sur notre site internet à tvca.org et le 2 novembre prochain, n'oubliez pas d'exercer votre droit et d'aller voter. Merci d'avoir été parmi nous. C'était Jacob Kenville à la TVCA. L'ouverture officielle du hub d'innovation Mérinov fait de la ville de Grande-Rivière un pôle névralgique dans le développement de l'industrie des pêches. Il s'agit d'un investissement de plus de 31 millions de dollars et Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé était présent à l'inauguration officielle. Le mercredi 15 octobre, Mérinov inaugurait le tout nouveau hub d'innovation, une infrastructure qui permettra de faire de la recherche et du développement dans le domaine de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation de produits marins. Grâce à ce hub, Grande-Rivière deviendra un leader en innovation bleue, comme le souligne David Courtemanche, directeur général de Mérinov. C'est donc avec une immense fierté que nous inaugurons aujourd'hui le hub d'innovation de Mérinov, une infrastructure stratégique qui marque un tournant pour l'industrie maritime du Québec. Ce hub est bien plus qu'un lieu de recherche. C'est un moteur de collaboration, de transfert technologique, de création de solutions concrètes pour notamment répondre aux défis de l'aquaculture, de la pêche et de la transformation des produits marins, en plus des bioressources marines qu'on doit valoriser au Québec. Le Québec possède les ressources, le savoir-faire et certainement l'énergie pour devenir un leader en innovation bleue. Ce hub est l'outil pour nous permettre d'y parvenir. C'est aussi une façon d'occuper de manière intelligente le territoire, d'attirer ici des gens de tout azimut qui travaillent en innovation,
puissent venir s'installer en région maritime notamment, puis venir faire grandir la région par leur présence. C'est plus de 41 millions de dollars que le gouvernement du Québec a donné depuis 2023 à Marinov pour le hub et les projets qui y sont développés. Cette infrastructure de calibre international permettra de rendre la filière des pêches innovante, au dire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel. Depuis 2023, nous avons accordé des aides de plus de 41,3 millions de dollars à Marinov pour la création de ce nouvel espace, mais aussi en soutien à ses activités de recherche et d'innovation. La ville de Grande-Rivière est un pôle de recherche et de formation dans le secteur des pêches et de l'aquaculture depuis plus de 80 ans. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs, étudiants effectuent leurs travaux de recherche directement chez Marinov. Ce nouveau carrefour d'innovation vient donc consolider le leadership de l'entreprise, en plus de lui offrir un levier supplémentaire pour propulser le développement des entreprises maritimes du Québec. Ce hub de calibre international est porteur d'avenir et contribuera à rendre la filière de la pêche et de l'aquaculture encore plus résiliente et innovante. Ce hub positionnera la ville de Grande-Rivière comme un pôle stratégique en recherche maritime. C'est une nouvelle étape pour la ville, connaissant tout son héritage maritime. On peut entendre Ken Moreau, directeur général de la ville de Grande-Rivière. Alors, la ville de Grande-Rivière, en partenariat avec Marinov, est fière de participer au lancement d'un projet ambitieux de hub d'innovation qui positionnera la municipalité comme un pôle stratégique en recherche, développement et entrepreneuriat maritime. Ce projet s'appuie sur l'héritage unique de Grande-Rivière, qui depuis plus de 70 ans joue un rôle central dans l'évolution des sciences de la mer au Québec. De la station expérimentale de pêche de 1936 à l'EPAC fondée en 1948, la ville a toujours été un moteur d'innovation. Aujourd'hui, elle franchit une nouvelle étape. Ce hub d'innovation est bien plus qu'un projet d'infrastructure. C'est une vision partagée de l'avenir de notre ville, de notre MRC et de toute la Gaspésie. Il s'agit de créer un écosystème dynamique où la recherche, la formation, l'industrie et l'innovation citoyenne se rencontrent. Comme le souligne David Courtemanche, c'est un projet qui était complexe à réaliser, mais qui a tout de même été livré dans les temps et sans dépassement de coûts, dont le projet du hub lui-même s'élève à près de 32 millions de dollars. C'est un projet très complexe. C'est une infrastructure de calibre mondial d'une très grande complexité au niveau de la mécanique du bâtiment, au niveau de la plomberie, tous les éléments de chauffage, déshydratation, déshumidification, contrôle de température. Puis malgré tout ça, l'ensemble des entrepreneurs dans le dossier ont fait un excellent travail. C'est un projet qui a été livré dans les temps, selon les budgets, selon les échéanciers, puis selon la qualité des livrables aussi qui était attendue. On est très, 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 très contents du travail qui a été fait dans ce dossier-là. C'est un projet, en fait, les évaluations budgétaires qui avaient été faites avant la pandémie, c'était un projet de l'ordre de 17 millions. Après la pandémie, après tout ce qu'on a connu, c'est un projet qui était rendu à 25 millions. Au total, c'est un projet qui aura coûté 31,4 millions. Là-dessus, Marinov en a mis 3,3 millions de ses fonds propres. Puis la différence, en fait, est assumée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, par Développement économique Canada et Desjardins. Donc, ces trois partenaires-là nous ont permis de supporter le projet à hauteur de 28 millions à peu près, pour un projet de 31,4 millions. Puis nous, on a fourni en nature aussi énormément de ressources humaines pour faire environ entre 400 et 800 000 $ pour un projet total de l'ordre de 32 millions de dollars. Il poursuit en nous disant comment l'idée d'un tel projet a pu voir le jour. C'est un projet qu'on a partagé initialement, Gino et moi, et un ancien collègue, Benoît Bazinet, à la table des pêches et de l'aquaculture aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, c'était dans le cadre d'une réunion où Gino n'était pas encore maire de Grande-Rivière. Puis, à ce moment-là, je parlais au directeur de Gimexport. Puis, on se disait que ce serait une sacrée bonne idée que le Québec puisse se doter d'une infrastructure de calibre mondial pour les entreprises d'ici. Parce qu'on avait visité aussi d'autres sites là, similaires en Norvège, en Islande notamment. On s'est dit, pourquoi le Québec n'aurait pas ça? Puis Gino, depuis ce jour-là, en fait, a été un excellent partenaire, Gino Cyr, un excellent partenaire dans tout le dossier, à différents niveaux. La Ville a été d'un très, très grand support. Ken Moreau aussi, du côté de la Ville, très, très grand support dans l'élaboration, puis dans la mise en œuvre du projet. L'intégralité de la conférence de presse peut être visionnée sur nos réseaux sociaux. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.
Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Joanie Gaudreau de la Télévision du Littoral nous apprend que c'est pierre par pierre, grâce à une campagne de financement populaire, que sera reconstruit le clocher de l'église de Forestville. Après la chute d'une trentaine de pierres du clocher de l'église de Forestville, des travaux urgents évalués à 45 000 $ sont nécessaires. La Fabrique Saint-Luc a lancé une campagne de financement pour préserver ce bâtiment patrimonial. Elle sollicite l'aide de la population afin d'assurer la sécurité et la préservation de son église, un lieu emblématique de la communauté. Depuis 1956. Le 1er septembre, une trentaine de pierres se sont détachées du clocher, rendant indispensables des travaux de réparation. Pour relever ce défi, une campagne de financement a été lancée sous le thème « Une pierre virtuelle pour notre clocher ». Les paroissiens et citoyens sont invités à contribuer en devenant symboliquement propriétaires d'une pierre virtuelle du clocher, une façon originale de soutenir la réfection du bâtiment. Un thermomètre sera installé dans l'église pour visualiser où en sont rendus les dons reçus. Les dons peuvent être transmis directement au bureau de la paroisse par chèque ou par virement Interac à l'adresse courriel paroisse.saintluc@commercial-hotmail.com. Un reçu pour fin d'impôt sera remis à chaque donateur. Le curé de la paroisse, Irénée Girard, se réjouit de la générosité des citoyens jusqu'à maintenant. Dès la réception de leurs sollicitations postales ou via le web, des gens sont venus apporter leurs dons selon lui. Claude Huard, président de la Fabrique Saint-Luc, remercie à l'avance la population pour sa générosité. Merci de tout cœur, souligne-t-il dans l'appel au financement. Cette mobilisation vise à assurer la sécurité des lieux tout en protégeant une partie du patrimoine religieux et culturel de Forestville. La 11e édition de la Marche de la soupe de la solidarité à Thetford Mines nous rappelle que personne n'est à l'abri de la pauvreté. Un reportage d'Yves Jacques de la Télévision régionale des Appalaches. Bonjour, mon nom est Guy Jacques. C'est aujourd'hui la 11e édition de la Marche de la soupe de la solidarité. Et nous sommes sur les lieux pour rencontrer les gens qui sont venus participer à l'événement. Je suis présentement avec quelques membres du comité organisateur. Je vais vous demander de vous nommer. Philippe Tétrault, agent de développement pour la CDC des Appalaches. Noémie Boucher, organisatrice communautaire pour le 6 de Chaudière-Appalaches. Caroline Jalbert, je suis intervenante en dépendance chez Don Rémy. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça a été une super belle activité. Quelles sont vos premières impressions par rapport à cette activité? C'était vraiment agréable. Cette année, on a eu tout près de 200 personnes là, qui étaient présentes avec nous pour souligner là, la soupe de la solidarité. Donc, on a vraiment eu une belle activité. Bien, en tout cas, moi, c'est la deuxième année que je participe. Puis je trouve que c'était une très belle activité. C'était le fun avec les jeunes aussi du pays, de la polyvalente de Thetford. Ils étaient très animés, ils ont répondu aux questions. Donc, ça a donné une belle ambiance à l'événement. Ouais. Vraiment, jeunes et moins jeunes, là, tout le monde était solidaire ensemble. Oui. C'était beau de les voir. Oui, c'est ça que j'ai remarqué. Il y avait quand même des représentants de tous les âges, ce qui était très intéressant. Je trouvais la participation des jeunes aussi magnifique. Quelle est l'importance de tenir cet événement-là année après année? Bien, c'est sûr qu'on pourrait se dire que, même si on le répète, il n'y a pas de changement. Quand on regarde, on avait un peu cette discussion-là d'entrée de jeu tout à l'heure. Faut continuer à en parler, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se dire que ça ne donne rien. Ça ne changera pas demain matin, mais c'est à force de poser un petit caillou par petit caillou sur le mur, quand on va avoir suffisamment de recul, bien, c'est sûr que ça va avoir créé quelque chose puis on va avoir avancé. Si on compare avec les 10, 20, 30 dernières années, la cause sociale a avancé, le développement social s'est fait malgré tout. Donc, on va continuer en le disant, en le soulignant, on va continuer à avancer et à le développer. Exactement. Je pense que Philippe a fait un très beau résumé, mais je pense que c'est important de ramener l'événement chaque année, conscientiser jeunes et moins jeunes et tout le monde. Je pense que ça fait un bel événement. Ça permet de se rassembler puis de pouvoir parler du sujet.
Surtout qu'en région, l'itinérance est cachée beaucoup. Donc, j'entends des fois des gens qui me disent qu'il n'y en a pas d'itinérance à Thetford, et ce n'est pas vrai, il y en a énormément. Donc, un événement comme ça permet vraiment de mettre en lumière qu'il y a énormément de pauvreté. On va en parler. Quelles sont les catégories de gens, vous pensez, qui sont les plus touchés par la pauvreté? Bien, comme David nous l'a si bien mentionné tout à l'heure, il n'y a personne qui est à l'abri. Donc, les mieux nantis peuvent demain matin se retrouver, en se faisant des mauvais choix, en arrivant des bad luck, se retrouver. Donc, tous les gens sont à risque là, de vivre une situation de pauvreté dans leur vie là, ou de vulnérabilité. Là. C'est ça, ça peut toucher tout le monde. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un événement comme ça, c'est important que ça arrive. Donc, ouais, voilà, ça résumait bien. Qu'est-ce que tu as dit, Philippe? Chez Dorémy, on côtoie l'itinérance énormément, la pauvreté, puis on se rend compte, c'est surprenant à quel point qu'il y a des fils de médecins, il y a des gens aussi qui sortent d'une famille plus dysfonctionnelle, mais il y a vraiment de tous les genres, on en voit de tous les âges. C'est vraiment diversifié. En terminant, est-ce que vous avez un message à livrer à la population? Continuons à travailler, continuons à être solidaires, continuons à avoir de l'espoir. C'est chaque petit geste qu'on va faire tous ensemble qui vont faire qu'on va réussir à avoir une société plus accueillante puis plus adaptée pour les gens. Et plus conscientisée à la problématique aussi. Exactement. Donc, de continuer à se mobiliser tous ensemble, je pense que c'est important. Puis, des événements comme aujourd'hui, je pense qu'à chaque année, ça devrait revenir. Puis, de réunir tout le monde, je pense que c'est très beau. Oui. Il y a énormément de gens qui s'impliquent dans le bénévolat aussi. Là, c'est une très belle façon d'aider pour briser aussi les stigmas. Félicitations à vous pour l'organisation de ce bel événement. Et bonne continuation également. Merci. Le glanage est une activité qui permet à des groupes et à des individus de récolter les surplus qui demeurent dans les jardins afin d'éviter le gaspillage. Et à Sainte-Irénée, une initiative permet de glaner pour la santé, nous rapporte Félix Chouinard de TVCO. On se retrouve ce matin au jardin collectif de Serge Bouchard à Sainte-Irénée. On vient assister à un projet du DSI de Charlevoix, Glaner pour sa santé, qui vise à récolter et distribuer des légumes frais à travers les banques alimentaires de la région. C'est Annie Champoux, une citoyenne engagée et coordonnatrice du projet, qui nous a invités ce matin à venir assister à l'activité de glanage en compagnie des jeunes de la maison Groupe Action Jeunesse. Le glanage, c'est une vieille tradition qui remonte peut-être à l'Antiquité. C'est que quand un producteur agricole fait une culture quelconque, ça peut être, dans le temps, c'était des céréales, mais oui, c'est maraîcher, à un moment donné, on se ramasse qu'on a soit pas le temps, ou soit que la production l'année a été généreuse. Fait qu'il nous reste de la production qui est au champ, mais qu'on ne pourra pas cueillir, qu'on n'a pas le temps de cueillir. Donc, le glanage, c'est de permettre à du monde qui sont généralement en situation d'insécurité alimentaire de venir chercher ce qui reste dans le jardin. Le glanage, c'est un concept là, justement de générosité, de solidarité des producteurs de la région. Alors, Serge Bouchard, que vous avez rencontré tout à l'heure, dans le fond, a accepté d'accueillir un groupe. Aujourd'hui, c'est la Maison des Jeunes qu'on accueille ici. Alors, c'est une récolte. Dans le fond, glaner, c'est récolter les surplus des potagers pour pouvoir les partager avec les cueilleurs, la banque alimentaire, puis le producteur. C'est la première année du projet? Exactement. En fait, on a pu bénéficier. C'est une concertation locale au niveau de la sécurité alimentaire qui a déterminé justement de prendre certaines opportunités au niveau de sources de financement, entre autres le CRISA, qui est le Comité intersectoriel régional en sécurité alimentaire. Donc, il y avait un budget qui était offert là pour 2 années. Donc, justement, de mettre certains volets en sécurité alimentaire pour la population la plus vulnérable. Donc, on a déposé comme n'importe qui, puis finalement, notre projet a été retenu, là. Donc, le projet se compose de 5 volets, dont le volet glanage, entre autres, là, pour redonner à la communauté. Coupe vraiment bien. Tu vois, comme ça. Et voilà. Fait que tu peux enlever les feuilles qui sont moins belles. Puis on va le mettre dans la brouette là-bas ensuite. Fait que là, il faut que tu le casses un peu. C'est ça, direct de même. Moi, je vais te le couper. Ça vient d'où ce projet-là? C'est quoi l'historique du projet un peu?
L'historique du projet, en fait, c'est qu'il y a déjà eu le circuit alimentaire qui a bénéficié du même financement pour 5 ans. Donc, c'était vraiment d'élaborer, de voir un peu toute la trajectoire alimentaire, que ce soit la production, transformation, jusqu'à la valorisation finalement des déchets. Puis ensuite de ça, bien, suite à la fin de ce projet-là, il y avait encore une enveloppe budgétaire qui était possible d'avoir, donc celle dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'on a postulé dessus, puis finalement, le projet a été retenu. Donc, c'est un projet qui va se déployer à partir de juin 2025 jusqu'à la fin mai, finalement, 2027, donc sur 2 ans. L'agriculture, si on réfléchit bien, c'est quand même une activité pour nourrir le monde. Je pense qu'on a quand même une responsabilité sociale de nourrir tout le monde. Puis si on est capable d'aider sans que ça soit un fardeau financier, quand ça soit un fardeau de... Puisque c'est eux autres qui organisent. C'est pas moi qui appelle tout le monde pour venir. Là. Si c'est facile à faire, puis que ça peut aider, puis que soit je suis gagnant ou soit que je suis pas perdant, moi, je trouve que c'est correct. Là. Ça fait partie de mes valeurs. Puis la portion récolte, c'est une chose, mais il y a aussi la portion solidarité puis redonner à son prochain. Alors, vous allez voir la banque alimentaire arriver avec son camion. Alors, on veut faire vivre l'expérience aussi que cette récolte-là qu'on a faite aujourd'hui ensemble, bien, elle s'en va aussi à la banque alimentaire pour des personnes qui ont peu d'accès à des légumes frais. Là. Ça, il y a tout le volet où on redonne aux banques alimentaires qui est un peu pour l'insécurité alimentaire que vous mentionnez. Exactement. Puis c'est important aussi de mentionner que c'est un projet qui se déploie sur l'entièreté du territoire de Charlevoix. Donc, c'est sûr qu'ici, au niveau du territoire de l'Est, on avait le centre, le SAC, en fait, qui, eux, avaient certains besoins au niveau de ces expériences-là de glanage. Par contre, au niveau de l'Ouest, le centre qui est Pro-Santé, qui est la banque alimentaire là-bas, avait déjà quand même une expertise, des bénévoles, des choses en place. Donc, l'idée est de ne pas créer une nouvelle entité ou de doubler des choses, c'est de vraiment venir appuyer de la meilleure façon en concertation ces démarches-là qui sont déjà sur le territoire. Donc, justement, ici, on a des activités qui sont un petit peu plus... où on les prend un petit peu plus en charge pour venir en aide, justement, à la banque alimentaire au niveau de Charlevoix-Est. Mais dans l'Ouest, ils ont d'autres défis. Donc, à ce moment-là, tout simplement, au niveau de la visibilité, ce qu'on fait aujourd'hui, d'en parler aussi, des fois, s'il y a des producteurs là-bas qui ne sont pas nécessairement conscientisés encore, bien, ils peuvent tout simplement faire appel à Pro-Santé. C'est facile de trouver le numéro, parler avec Annie Bouchard là-bas, puis ça va lui faire plaisir de pouvoir planifier des bénévoles pour aller recueillir des denrées là, qui sont encore disponibles dans les champs. Là. Pour nous autres, la banque alimentaire, avoir des légumes, écoute, des maraîchers puis du glanage comme ça, c'est important parce qu'on a de moins en moins dans les épiceries que moi je vais chercher à cause des Flash Heroes, puis tu sais, ils essayent de récupérer. Fait que nous autres, on a de moins en moins dans les épiceries, fait que ça, c'est merveilleux là, pour la banque alimentaire. Il reste quand même une augmentation aussi de la demande. C'est à court, moyen terme, c'est sûr que des gens vulnérables qui vont avoir ces besoins-là au niveau de la sécurité alimentaire, de denrées fraîches, d'autant plus que là, justement, on veut déployer ce projet-là. Cette année, oui, c'est une incursion, un projet pilote, mais on veut le déployer vraiment à la grandeur de la région là, pour que ça se devienne quelque chose qui soit instinctif et automatique aussi avec tous les producteurs. Là. Puis les producteurs, d'autant plus que dans une année de production, sont souvent bien occupés. Fait que du glanage comme ça se perdrait au champ. Fait que quitte à le perdre, nous autres, on le revalorise avec la gang là, des banques alimentaires. Oui, puis ils font de la transformation aussi. Là. Fait que, les légumes qui sont moins beaux peut-être et ça, tout. Là, les filles en cuisine, ils vont transformer, il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Tu nous parlais de la quantité. C'est des grosses récoltes qu'on fait avec le glanage? Bien, la première activité qu'on a fait, on a récolté 158 kilos. Puis on avait à peu près les mêmes produits. Hein. Je pense des choux, des navets, des betteraves, des carottes. Puis bien, cette fois-ci, en tout cas, j'ai l'impression que... C'est sûr que du kale, c'est un peu plus léger, là, mais on devrait avoir une aussi belle récolte, sinon plus. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres aussi, Alice. L'idée aussi d'accueillir des jeunes, ce qui est fabuleux, c'est de leur faire découvrir, de se mettre les mains dans la terre, puis
de rencontrer un producteur, puis il y a tout le contact avec la nature, mais avec les aliments aussi. Alors, les jeunes d'aujourd'hui apprennent, il y en a plusieurs qui n'avaient pas vu c'était quoi du kale, fait qu'ils découvrent ça, puis aussi de toutes sortes de techniques qu'on peut leur démontrer. Ça fait un beau moment en plein air aussi. Exactement. Bien, surtout un matin, c'est pas toujours comme ça. Là. Il y aura certainement des portions de brume, de pluie, un peu plus froid. Mais c'est sûr que ce matin, on a une température qui est idéale pour ça. Puis c'est vraiment de remettre ces gens-là, oui, on a des jeunes, mais ça peut être n'importe quelle clientèle qui viennent faire un tour, puis de remettre les mains à la terre, de leur montrer concrètement c'est quoi la production. Donc, pour qu'ils puissent faire le lien aussi, c'est facile d'aller à l'épicerie et de dire oh, je vais choisir tel truc, mais où est-ce que ça pousse, comment le producteur, comment d'amour est mis tout ça durant la saison estivale, c'est quand même impressionnant à voir aller parce que, oui, là, on est à la fin de la récolte, mais il reste que tout ça a été prévu depuis le printemps dernier, fait que là, on ramasse vraiment les derniers fruits de la saison, là. J'espère que de continuer encore, puis j'espère qu'une expérience demain va être multipliée. Je pense mais c'est sûr que pour multiplier un peu cette activité-là, il va falloir multiplier l'agriculture. Oui, ça va ensemble. Ben oui, s'il n'y a pas de maraîcher, il n'y aura pas de lanage. La Société Alzheimer Gaspésie-les-Îles a amassé, grâce au défi Alzheimer 2025, une somme de 180 000 $ qui servira à financer des services de proximité aux personnes souffrant d'Alzheimer en Gaspésie. Simon Thériault, de Télévague, a assisté à la soirée de clôture virtuelle de cette campagne de financement et nous a préparé un reportage. Le 14 octobre dernier, la population était invitée à assister à la soirée de clôture du défi Alzheimer en direct sur Facebook. Télévague s'est surtout intéressé aux activités de financement de la MRC de Rocher-Percé et de la MRC de Bonaventure. La principale activité de financement de la MRC Rocher-Percé était un grand défilé de mode. Frank Sweetman, ambassadeur pour la région, nous en parle. Cette année, c'était la 2e édition. On l'a fait l'an dernier. Donc, c'est un défilé de mode qu'on a appelé Entre ciel et mer parce que l'an dernier, on l'a fait à l'extérieur au quai de Port-de-la-Nièvre. On a eu près de 80 personnes l'an dernier, si je me souviens bien. Et on a décidé de le refaire cette année. Donc, sauf à cause de la pluie, on l'a fait à l'intérieur, au centre sportif de Gascon, mais on a eu 125 personnes qui ont assisté au défilé. Les mannequins, une dizaine de mannequins, les mêmes l'année passée et cette année, dont Amy qui était mannequin. Il y a les commanditaires, donc c'était fait en collaboration avec la boutique Marie-Carine de Chandler, la buvette Thérèse de Gaspé. Il y a eu la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est certain, et le Family Prix Chandler, Sonia Albert-Giroux. Et donc DJ, photographe, la beauté, maquillage, cheveux. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde impliqué. L'événement, on a accumulé 7 735 $. Ah oui, ça a été une très, très grosse activité de financement. Je vais me tourner par Amy Roussy, qui est notre intervenante dans Rocher-Percé. Bonsoir, Amy. Bonsoir, tout le monde. Amy, tu veux nous parler d'une participante, là, année après année, qui est là, qui fait même participer ses élèves là, à une activité de financement. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, bien, on a une participante là, depuis plusieurs années. Elle a même participé aux éditions de Marche. Donc là, depuis le défi, sa tournée, elle a continué de faire des marches. Donc cette année, elle a organisé 2 marches, l'une à Chandler puis une à Gascon. Donc pour la cause à nouveau. Puis elle s'implique beaucoup pour les autres levées de fonds également de la Société Alzheimer, pour les rallyes de la mémoire, toujours prête avec une pile pour en vendre là, à différentes personnes. Puis auprès de ses élèves également. Donc, Madame Suzanne Smith, j'aimerais la remercier là, pour son implication depuis quelques années à la Société Alzheimer. Puis j'aimerais remercier également tous les autres participants là, qui ont relevé des défis sportifs symboliques
qui sont uniques à chacun, puis qui sont toujours très plaisants à entendre, de toutes les réalisations chaque année. Donc, merci à tout le monde. Merci à Suzanne. Puis, merci à notre ambassadeur dans la MRC Rocher-Percé, hein, Frank, qui a mis beaucoup de temps là, dans le défilé, là, notre événement là, dans la MRC Rocher-Percé. Dans la MRC Rocher-Percé, on a eu 12 participants et puis on a récolté un montant de 24 851 $. La MRC de Bonaventure a elle aussi organisé d'excellentes activités, notamment la Marche lumineuse de Caplan. Bernard Babin, le directeur de la Société d'Alzheimer de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, nous communique les résultats à la place de l'ambassadrice Linda Poirier, qui avait un petit souci technique. Donc, l'activité avait eu lieu à Caplan, puis ça a été vraiment une belle activité. C'était la 2e édition de la Marche lumineuse. Puis, c'est ça avait rapporté à l'entour de 2000 $. Puis, après ça, il y a eu un souper spaghetti qui a eu lieu à New Richmond, 21 septembre, dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et ça avait rapporté la somme de 7500, Linda, je pense, là? Oui, fait que ça avait été une belle journée. Donc, là, j'aurais aimé te parler un peu plus, mais là, c'est dommage. Au niveau des participants, cette année, dans la MRC Bonaventure, il y a eu 38 participants et 39 218 $ a été récolté dans la MRC Bonaventure. Donc, désolé, Linda, mais on aura la chance de se reprendre. Bonne soirée. Évidemment, dans la MRC Bonaventure, on remercie les employés. On pense à Kathleen, à Maude Chiasson, Claudie, Jannick et tous les participants du défi Alzheimer. En plus des participants donateurs, on a des commanditaires, en fait. 160 commanditaires, organisations différentes qui ont donné pour le défi Alzheimer. C'est environ la somme de 45 000 $. Donc, parmi le grand montant qu'on va dévoiler dans quelques instants, il y a 45 000 qui proviennent aussi des gens d'affaires, des organisations de tout le secteur. Alors, 181 850 $ d'amassés. On est extrêmement reconnaissant de cette grande générosité-là. C'est merveilleux. Incroyable. Pour conclure, il est crucial de souligner la raison derrière la mise en place d'une telle campagne de financement. C'est tellement important de le dire. Tu sais, même des fois, on n'en parle pas assez. Le pourquoi qu'il y a une activité annuelle de financement, c'est nous permettre d'avoir des bureaux dans chaque MRC, d'offrir des services de proximité, de développer des activités de stimulation à domicile, d'avoir plus de rencontres aussi psychosociales avec les gens, d'aller à domicile. On a des prêts de livres, des prêts de jeux spécialisés. Les activités de financement nous permettent aussi d'avoir plus de rencontres à domicile. Il y a vraiment plein d'activités qui sont offertes en retour. Donc, on remercie les gens parce que si ce ne serait pas de cette grande campagne de financement-là, notre Société Alzheimer ne pourrait pas être aussi dynamique que qu'est-ce qu'elle est grâce aux généreux donateurs. Là. Ça, c'est important de le mentionner. Là. Les passionnés de photographie du Club Point de Vue présentent leurs clichés à la salle Albert Fortier de Cap-Santé et l'équipe de CJSR était au vernissage de l'exposition. Les amateurs de photographie étaient invités durant la fin de semaine à venir voir une exposition à la salle Albert Fortier. C'est une dizaine de membres du Club Point de Vue qui ont dévoilé des photos de leur choix. L'événement était ouvert à tout type de photos. Cependant, l'accent a été mis sur les séries photographiques. Dans une série, les photos se parlent les unes les autres, les gens font des comparaisons. C'est quelque chose de très particulier, c'est vraiment la toute première fois qu'on fait ça. Alors, il y a une bonne partie des photos qui sont de cet ordre-là, des séries, puis il y a une autre partie où ce sont des photos que les photographes, les membres du club ont voulu présenter parce qu'ils les trouvent intéressantes. La photo animalière, t'attends, il faut être patient. Puis à un moment donné, t'as la bonne pose, mais il faut que tu sois prêt. Ça, c'est deux grands hérons, mais avec leur plumage nuptial, qu'on dit. Ça, c'est au printemps, donc il y a des belles plumes. Faut qu'ils impressionnent
la femelle, tout ça. Fait qu'il y a toutes ces belles plumes, le bel attirail. Fait que ça a été photographié en Floride. Un matin brumeux, ce que vous voyez en arrière, c'est de la brume. Puis il y a un rayon de soleil qui est apparu pour éclairer les deux hérons. Quand on commence à maîtriser les macros, c'est vraiment, vraiment agréable là, de voir toutes ces belles petites bébites-là en gros plan. Il y a un avantage, j'avais affaire à travailler dans la course ou des travaux sur le terrain, fait que j'avais juste à me prendre une pause puis me promener sur le terrain, puis c'était bien agréable de pouvoir photographier quand même. Fait qu'on peut le voir, le détail ici, là, comme c'est ici les criquets, là, avec le flash puis le diffuseur, on voit vraiment qu'on voit tous les détails. Si on regarde les abeilles, on voit le détail des petits poils, là. Le Club Point de Vue, en plus de permettre à ses membres d'exposer dans des événements comme celui-ci, offre aussi diverses activités. Une des dernières a été d'aller au Musée des Beaux-Arts. En termes d'architecture, puis même d'éléments exposés. Alors, dans la même journée, on a fait ça. Puis ensuite de ça, on a été à la bibliothèque Gabriel Roy, encore là. Au plan architectural, c'est un petit peu particulier. En plus d'avoir le plaisir de présenter nos réalisations, les expositions sont vraiment une façon de faire connaître le club, d'attirer des nouveaux participants. Pour ceux qui sont intéressés à rejoindre le Club Point de Vue, il suffit d'aller sur la page Facebook du club et d'envoyer un message. Le coût annuel est de 60 $. L'équipe de hockey junior du Canada affrontera les États-Unis le 5 décembre prochain à Montmagny dans le cadre d'un match préparatoire au Mondial de hockey. Les détails avec Mario Lacombe de CEMA TV. Ce lundi, la direction du club de hockey Everest de Montmagny convoquait la presse pour faire part d'une grande nouvelle en relation avec le défi mondial junior A qui se tiendra à Trois-Rivières à compter du 7 décembre prochain. Voici le président et gouverneur de l'Everest Côte-du-Sud, M. Daniel Boulet. Du 7 au 15 décembre, il y a le défi mondial junior A qui comporte le Canada, les États-Unis et la Suède qui aura lieu à Trois-Rivières. Dans ce cadre de ce championnat, il y a eu beaucoup de discussions avec la Ligue junior 3 du Québec, l'Everest ainsi que l'organisation du tournoi. Et suite à ça, on a eu une entente et on est fiers d'annoncer que nous allons avoir un match préparatoire à l'Arena de Montmagny le 5 décembre prochain en vue du défi mondial junior. M. Boulet nous donne ici une idée de l'impact qu'aura ces matchs préparatoires du 5 décembre sur la région de Montmagny. L'équipe sera représentée, c'est le Canada-Ouest contre les États-Unis. Puis je veux vous dire que sans l'Everest, l'octroi du match préparatoire du défi mondial n'aura jamais vu le jour. Puis cet événement va rajouter de la crédibilité à l'organisation et à la ligne de hockey junior 3A, mais également au sein de la ligne canadienne de hockey. Finalement, on va entendre M. Kevin Figski, commissaire de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, qui a collaboré grandement à la venue d'un tel événement à Montmagny. Nous sommes vraiment fiers d'apporter cette match World Concours avant le défi mondial ici à Montmagny. Depuis leur arrivée dans la Ligue, Montmagny, c'est une de nos meilleures franchises. Au niveau de l'organisation, ils ont bien supporté les joueurs. Ils ont bien accueilli par la ville de Montmagny. Puis quand on cherchait des endroits d'avoir ces matchs-là, puis c'est la première fois que le tournoi, ils ont décidé d'avoir 2 matchs World Concours à l'extérieur du site principal pour avoir la chance pour le monde à l'extérieur qui sont des partisans de hockey junior A, d'avoir la chance d'accueillir un genre de tournoi avec cette calibre de joueurs. Puis quand ils nous demandent la Ligue, est-ce qu'on peut avoir des franchises qui sont prêtes à accueillir ces 2 matchs-là? Je lance l'appel directement à Dan, puis l'Everest sont vraiment hâte d'accepter cette défi. Puis depuis le début, on travaille bien fort ensemble pour s'assurer qu'on va avoir du monde dans les stades. Puis en principe, on veut avoir les jeunes joueurs du hockey dans la région pour donner une idée c'est quoi leur avenir dans le hockey junior.
Donc, en terminant pour l'occasion, c'est une date à retenir, le 5 décembre prochain, un vendredi à 19h. La formation des États-Unis affrontera l'équipe Canada-Ouest à l'Aréna de Montmagny en vue du défi mondial Junior A. Mario Lacombe à Montmagny pour CMA TV. Information. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.